ce n'est pas du tout visé comme prénom et nom de famille. 67 ans, vous confie qu'elle est dépendante aux benzodiazépines. Donc là, on précise entre parenthèses que c'est des anxiolytiques parce que vous n'êtes pas non plus censé savoir ce que c'est. Depuis qu'elle a subi une agression sexuelle par son ex-conjoint il y a 6 ans. Elle n'en a jamais parlé et a peur d'avouer son addiction à des proches. En tant que médecin généraliste, comment réagiriez-vous? Alors là, du coup, j'ai vraiment fait en sorte que vous puissiez incarner un professionnel de santé parce que, comme je vous avais dit dans la com, donc ici, il fallait dire que le personnage que vous incarnez, du coup, c'était un professionnel de santé, un médecin généraliste. Donc là, vous êtes dans une relation qui est professionnelle avec l'autre personnage. Donc ça veut dire que vous n'allez pas non plus pouvoir lui parler comme si c'était votre pote. On est d'accord. Donc là, par exemple, déjà, on comprend que quand elle dit qu'elle en a jamais parlé et qu'elle a peur d'avouer son addiction à ses proches, il va pas non plus falloir être trop, il va falloir rester professionnel à ce moment-là. Le deuxième personnage, du coup, c'est Manon. C'est une personne âgée et c'est votre patiente. Donc, on ne sait pas si c'est la première fois ou pas que vous la voyez, il n'y a pas d'information. On s'en fiche un peu, mais c'est bien de le préciser. Et elle consulte parce que là, le premier motif de consultation, c'est pas l'agression sexuelle ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'addiction aux benzodiazépines. Donc, on va peut-être commencer par ça. L'agression sexuelle antérieure, en fait, on le comprend quand elle raconte un peu son histoire. Et c'est ensuite qu'elle demande des conseils. Et le cadre, du coup, on suppose que bah, c'est dans un cabinet. Voilà. On essaie de se représenter un peu l'espace pour bien se mettre dans la mise en situation. Ok. Donc là, j'ai bien marqué qu'il fallait gérer les plusieurs problèmes là. Donc, premier problème, c'est la dépendance aux benzodiazépines. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de savoir ce que c'est, comme je vous ai dit, mais entre parenthèses, on vous précisait que c'était des anxiolytiques. Alors, anxiolytique, quand même, c'est assez transparent comme mot, c'est bah, contre l'anxiété, quoi. Il n'y a pas trop de pièges sur ça. J'ai vu qu'il y avait des étudiants qui ont parlé de la problématique des antidépresseurs en France. Bah, du coup, c'est pas la même chose, c'est pas la même classe médicamenteuse. Et en fait, bah, ça fait un hors-sujet. Donc c'est dommage d'essayer d'ajouter des éléments de connaissance si vous n'êtes pas sûr, parce que pour le coup, là, si vous vous retrouvez face à un jury avec des médecins, ils vont un peu vous regarder avec des gros yeux. Donc, si vous ne le saviez pas, les anxiolytiques, c'est des psychotropes. Voilà. Et en fait, on a une prescription conseillée de 3 mois parce que c'est des substances qui sont très susceptible d'entraîner une dépendance. Là, on le dit qu'elle a une dépendance, donc on se dit, on peut réfléchir par vous-même et se dire que c'est des médicaments qui ont ce risque de dépendance. Ce qui est bien à ce stade, c'est de définir ce que c'est la dépendance avec vos mots. Donc là, c'est un peu compliqué ce que j'ai mis, mais en gros, vous pouvez citer quelques signes. Donc déjà, la tolérance, ça veut dire qu'on a besoin d'en prendre plus pour avoir les mêmes effets. On a des symptômes de sevrage si jamais on prend pas notre dose. On a une utilisation compulsive irraisonnée, on perd le contrôle, on pense qu'à ça tout le temps. Voilà, ça, c'est des signes de dépendance. Même si vous n'en connaissez pas beaucoup, vous les citez, vous expliquez ce que c'est la dépendance, que c'est physique et psychologique, et ou psychologique plutôt. Et là, déjà, ça vous permet de sortir un élément de culture qui est vraiment pas mal. Donc, oui, donc j'ai pas vraiment trop précisé comment on gère après, mais vous verrez. Ensuite, le deuxième problème, c'est l'agression sexuelle antérieure par le conjoint ou ex-conjoint. Donc, on ne sait pas si à ce moment-là, il était conjoint au moment des faits, parce qu'il y a juste marqué ex-conjoint dans la mise en situation. Mais dans tous les cas, il faut en parler avec la patiente. C'est pas parce qu'elle l'a mentionné rapidement, parce que c'est souvent ce qui se passe, qu'il faut pas continuer à essayer de la faire développer. Donc, vous devez lui fournir aussi des informations importantes parce qu'une agression sexuelle, visiblement, elle l'a pas trop. Alors peut-être qu'il faut lui demander si elle a porté plainte, si elle a pris ça en charge psychologiquement euh, ou chez un psychiatre. Parce que bon, visiblement, elle a pris des anxiolytiques, mais parfois c'est un peu plus compliqué que ça, il n'y a pas de suivi. Donc voilà, il faut poser toutes ces questions. Et il faudra fournir en tant que professionnel de santé, parce que là, vous n'avez pas de limite de personnage. Là, vous pouvez les fournir, ces informations, si vous les avez, mais voilà, si elle n'a pas porté plainte, par exemple, il faut lui dire qu'elle peut porter plainte, qu'on peut l'accompagner, etc. Donc là, il y avait quelque chose qui était un peu compliqué, vous n'étiez pas forcément censé le savoir, mais si vous le saviez, franchement, c'était vraiment un truc qui pourrait vous démarquer. C'est que pour une... Tu vois les questions dans le chat? Ouais, désolé, je te coupe. Non, je ne les vois pas. Parce qu'il y en a une là, c'est est-ce que c'est faux de dire que c'est une drogue, les anxiolytiques? En fait, il faut faire attention aux termes parce que si tu dis juste que c'est une drogue, en fait, on peut penser que c'est quelque chose. Enfin, ça dépend comment tu le dis, mais il faut que tu précises. Parce que sinon, on a l'impression que tu sais pas trop de quoi tu parles et que tu penses que c'est une substance illégale, etc., que c'est uniquement récréatif, etc. Tu peux dire que oui, c'est une forme de drogue parce que ça entraîne une dépendance et que ça peut faire l'objet d'un usage irraisonné. Mais du coup, là, il faut vraiment préciser, mais c'est pas non plus faux de le dire parce que là, en l'occurrence, c'est utilisé en tant que drogue vu que c'est un psychotrope. Euh, donc, je disais, oui.
En France, si vous ne le saviez pas, on peut porter plainte pour agression sexuelle jusqu'à 6 ans après les faits quand on est majeur. Donc là, c'est le cas de Manon. Elle a 67 ans, c'était il y a 6 ans. Là, elle est dans la limite pour porter plainte. Donc voilà, il faut lui rappeler que c'est un délit, que c'est pas normal et que en plus, le fait que ce soit le conjoint ou l'ex-conjoint qui ait commis les faits, c'est une circonstance aggravante en France. Ça, c'est hyper important, ça revient souvent. C'est pas le premier sujet dans lequel ça revient, mais il faut le savoir. Et ça tombe dans les questions aussi. Donc voilà, et vous proposez un suivi, donc avec un psychologue, un psychiatre, vous faites appel à vos confrères. Parce que vous avez des conséquences qui sont psychologiques et psychosomatiques qui sont importantes. Donc là, par exemple, pour le coup, ça a entraîné une dépendance chez elle, mais il y a peut-être d'autres choses. Et donc c'est là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'elle demande des conseils sur comment elle peut dire à ses proches qu'elle est addict, en gros. Donc vous êtes médecin, donc déjà, vous devez respecter le secret. Ça, c'est sûr, vous pouvez lui dire que vous le direz à personne, logique, mais peut-être qu'elle, ça l'a stressée, et que c'est à elle de prendre cette décision. Maintenant, il faut lui dire qu'elle n'est obligée de rien. Mais par contre, vous n'êtes pas son pote, vous n'allez pas lui demander oui, mais pourquoi, enfin, vous n'allez pas rentrer trop dans les détails de sa vie parce que c'est pas non plus votre amie, vous prenez pas le thé avec elle, etc. Donc là, il faut juste lui dire que c'est sa décision. Elle n'est pas obligée de le faire, mais elle peut le faire si elle le souhaite, et qu'elle peut en parler avec un psychologue, un psychiatre, pour peut-être un petit peu mieux se clarifier la situation et voir si elle veut vraiment en parler ou pas. Voilà. Et si jamais, vous lui proposez aussi d'expliquer un petit peu mieux ce dont elle souffre, comme ça, elle peut mieux l'expliquer à ses proches. Ça ne veut pas dire que là, sur le coup de l'oral, vous devez expliquer ce que c'est la dépendance aux benzodiazépines au niveau physiopathologique, etc. Ça veut juste dire que vous dites au jury, oui, je peux lui expliquer en tant que médecin exactement comment ça fonctionne, machin, machin. Mais vous, on n'attend pas de connaissances en tant que telle. Et enfin, la conclusion, voire l'ouverture si vous êtes chaud, c'est que vous pouviez dire en conclusion, c'était vraiment une bonne conclusion pour moi, de dire qu'il y avait plusieurs thèmes qui étaient intriqués et que c'était difficile de les gérer un par un sans s'éparpiller, voilà, que c'était des thèmes qui étaient quand même assez douloureux, on va dire, parce qu'on a une dépendance à des substances qui sont légales, mais c'est un problème de santé publique en France, hein, parce que donc là je l'ai mis dans l'ouverture, mais la dépendance aux aux psychotropes et notamment les benzodiazépines, c'est quelque chose enfin, qui est d'actualité et on a beaucoup de prescriptions qui sont beaucoup trop longues pour les patients et notamment les personnes âgées. Et donc voilà, enfin, il y avait des thèmes qui étaient vraiment très compliqués, l'agression sexuelle, les conseils plus personnels, etc. Et il faudra vraiment surveiller la patiente, assurer le suivi et la diriger correctement. Donc ça, c'était un sujet qui était vraiment difficile, mais par contre, il y avait matière à dire. Donc ça, pour moi, si vraiment vous aviez envie, vous pouviez tenir facilement les 5 minutes. 5 minutes maximum, je rappelle, parce que c'est entre 3 et 5 minutes. Mais voilà, donc là, c'est fini. On va passer au même 3. Alors, juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, maintenant elle me les lira. Sinon, je vais attendre 2 minutes et après j'enchaîne. Sinon. Comme ça, vous pouvez lire un peu le sujet. Ok, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Bon, en tout cas, c'était un sujet très méchant, je suis désolée. Mais au moins, vous n'aurez pas pire le jour J. Alors, ensuite, donc là, vous êtes étudiant dans le même 3 en deuxième année de médecine à Nice. Une de vos camarades de promotion vous confie être régulièrement, entre guillemets, bousculée par son petit copain qui est également en deuxième année, lorsqu'elle passe du temps avec ses amis. Vous remarquez alors un hématome sur son avant-bras et elle vous demande si elle devrait, entre guillemets, continuer à sortir avec ses amis. Que faites-vous face à une telle situation? Alors déjà, là, ce qu'on peut voir dans la structure de l'énoncé, c'est qu'il y a des citations, entre guillemets, voilà, c'est bousculer et continuer à sortir avec ses amis. Donc ça, c'est les mots de la jeune fille, d'accord? Donc ça, c'est peut-être un indice pour vous que, il faut aller plus loin dans le raisonnement, parce qu'il y en a, ils sont pas du tout allés plus loin. C'était un peu inquiétant. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on commence toujours par l'intro, ok. Important, c'est vraiment automatique, l'intro, c'est mécanique, vous réfléchissez pas, juste vous décrivez le cadre, on voit que vous vous mettez bien dans la situation. Le personnage que vous incarnez cette fois, c'est pas un professionnel de santé, c'est un étudiant en deuxième année de médecine. Étudianteux, on s'en fout, le sexe, ça n'a pas d'importance. Et donc, ça veut dire que oui, vous êtes dans les études, vous êtes dans les études de santé, vous avez le temps, vous avez passé la première année. Le deuxième personnage, c'est votre camarade de promotion en deuxième année.
Donc, du coup, apparemment, c'est une connaissance. On ne dit pas que c'est votre ami ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelqu'un qui est dans votre promotion. C'est la relation c'est la seule relation qu'on peut affirmer jusqu'ici. On n'est pas forcément dans une situation très, très amicale, etc. Mais justement, il faut souligner que parfois, c'est parce que on préfère parler de certaines choses à des gens qu'on ne connaît pas trop par rapport à nos amis. Ou vous pouviez le dire, ça c'était vraiment bonus, hein, mais ça pourrait expliquer pourquoi elle se confie à vous sur un sujet aussi grave. Et il y a un personnage qui est évoqué, qui n'est pas présent, c'est le copain, qui est d'ailleurs aussi dans la promotion. Ça, c'est important, le fait qu'il soit dans la promotion. Déjà, là, quand vous dites ça à l'oral au jury dans l'intro et la contextualisation, vous vous dites ça, c'est pas pour rien, il faudra que j'en parle. Donc, le thème, c'est juste tout simplement, la jeune femme, elle se confie sur sa relation avec son copain. Et elle utilise ses propres termes. Voilà, il faut les décoder, je répète, mais il y a vraiment des étudiants, ils n'ont pas cherché du tout à expliquer. Et en fait, ils sont restés sur les mots de la jeune fille et donc ils n'ont pas compris la gravité de la situation. Et ça, à l'oral, c'est vraiment c'est dommage parce que le jury il va se dire, OK, lui, il se rend pas compte, ou elle se rend pas compte de la gravité de ce qui est en train de se passer. Et c'est vraiment dommage, quoi. Donc la réaction et la solution. Donc déjà, le premier truc à faire, comme je vous ai dit, c'est de lui faire préciser ce qu'elle entend par bousculer. Parce qu'on se dit bien que c'est pas juste, enfin c'est pas juste, je sais pas je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas juste bousculer, quoi, d'accord? Vous remarquez qu'elle a un hématome, etc. Euh, Probablement qu'il y a plus. Évidemment, ça peut être autre chose, ça peut être, je sais pas, peut-être qu'elle fait du tennis et qu'elle s'est fait mal et tout, mais vous devez faire préciser si elle veut en parler, d'où ça vient. Donc là, dans la mise en situation, on s'attend à ce que derrière ces termes, en fait, on se rende compte que ça va plus loin que ça et qu'elle soit potentiellement victime de violences physiques et psychologiques de la part de son copain. Puisque, en effet, si sortir avec ses amis, c'est une cause de déclenchement de violence chez son copain, ce n'est pas normal. Donc, il faut faire préciser, est-ce que c'est la première fois que ça se produit? Est-ce que c'est vraiment... il faut essayer de qualifier un peu la violence, la quantifier, savoir si c'est fréquent, voilà, si c'est vraiment très, très violent ou pas, etc. Mais que si elle est à l'aise pour en parler. Mais visiblement, vu qu'elle a commencé à se confier, peut-être qu'on peut espérer avoir quelque chose. Ok. Et là aussi, un truc qui est vraiment très important à dire au jury, enfin pour moi, l'étudiant qui disait ça, il avait vraiment tout compris, c'est de souligner le fait que la jeune femme, elle n'a pas compris elle se focalise pas sur la bonne chose, parce que là, en fait, elle demande des conseils sur son comportement à elle. Elle veut savoir si elle devrait sortir ou pas, enfin continuer à sortir ou pas avec ses amis, parce que son copain, visiblement, ne l'approuve pas. Sauf que c'est pas une question normale à se poser et il faut qu'elle se rende compte que ça ne l'est pas. C'est pas à elle de devoir s'isoler pour éviter des violences psychologiques, voire physiques, en représailles. Donc ça, c'était important de le dire au jury parce il faut que vous compreniez que la jeune fille, elle se focalise pas sur le bon souci et que peut-être, si elle se rend pas compte, il y a une situation. Alors là, on va vraiment loin, hein. C'est vraiment, il faut toujours imaginer le pire dans les mises en situation, mais peut-être qu'elle pourrait être dans une situation d'emprise. Donc je l'ai mis à la fin. Voilà, donc là, vous pouvez lui expliquer un petit peu la gravité de toute forme de violence physique, nanana, par rapport à la loi, ok, super. Ça, c'est pas mal, mais enfin, dites pas ça si vous n'avez aucune connaissance, parce que vous allez passer pour, enfin, vraiment, dites pas des trucs faux si vous n'êtes pas au courant, mais je vous ai mis quelques délits et crimes ici. Et ensuite, il va falloir commencer à avoir des actions. Parce que là, vous avez parlé avec la jeune femme, c'est très bien. Mais maintenant, il va falloir aller plus loin si jamais il y a quelque chose de douteux qui se passe. Donc déjà, ce qui est bien dans tous les cas, c'est de l'encourager à consulter un psychologue ou un psychiatre ou un médecin traitant, etc. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que vous êtes étudiant dans cette mise en situation. Avant, vous étiez médecin, professionnel de santé, mais là, il faut vraiment changer de personnage incarné parce que ça peut être compliqué d'enchaîner les deux sujets. Ici, vous avez des limites, vous n'êtes pas professionnel de santé. Donc, il va falloir l'aider, lui dire que peut-être ce serait pas mal si elle se redirigeait vers quelqu'un d'autre. Ensuite, si jamais il y a vraiment une situation qui est un peu grave, vous pouvez saisir la direction de la faculté. Il y a des référents violences sexistes et sexuelles, il y a, donc là, je l'ai mis pour les mesures d'éloignement et tout, mais là, c'est vraiment le pire des cas, d'accord? On se rappelle que dans les mises en situation, on essaie de tout prévoir, entre guillemets. Et on peut fournir les premières informations, etc., etc. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que comme elle s'est confiée à vous, peut-être qu'elle va attendre par la suite que vous soyez une présence continue, réconfortante, etc., que vous soyez là pour elle. Parce qu'évidemment, c'est des situations qui sont très compliquées à gérer. Vous ne pouvez pas juste lui dire, va voir un psychologue et la laisser tomber, entre guillemets.
même si c'est pas votre rôle de la prendre en charge parce que c'est pas votre ami, nanana. Là, c'est juste pour être une bonne personne et parce que vous êtes à l'oral, mais surtout pour être une bonne personne, restez avec elle, essayez de la soutenir dans cette situation. Évidemment, on ne rend pas la situation publique, on ne fait pas de vidéos sur Internet, etc. On ne la presse pas à porter plainte, ce n'est pas obligatoire de porter plainte. Si elle n'a pas du tout, du tout, du tout envie, elle ne le fait pas jusqu'à ce qu'elle soit prête ou elle ne le fera pas parce que peut-être qu'elle sera jamais prête. Il faut pouvoir comprendre ces choses-là. Et voilà. Donc là, je l'ai précisé à la fin quand même, c'est probablement une victime sous emprise, dans la pire situation possible. Et elle aura donc tendance à minimiser, justifier et nier. Et il ne faut pas culpabiliser la victime. Il y en a qui ont dit, je vous jure que c'est vrai, et ça me choque toujours autant, mais j'ai vu des appréciations dans lesquelles l'étudiant disait que c'était sa faute, qu'il fallait qu'elle arrête de voir ses amis si elle savait que son copain ne voulait pas, etc. Je sais que les jurys n'étaient pas très contents parce que bah, c'est normal en fait, c'est pas du tout ce qui était attendu. Et vous êtes complètement passé à côté d'une potentielle situation très grave. Voilà, donc la conclusion, c'était de choisir ses mots avec soin au début, de ne pas la culpabiliser, de l'encourager à parler, de la rediriger correctement, etc. Et vous pouviez faire une ouverture sur la gestion de la situation a posteriori, puisque le problème majeur, c'est que l'étudiant, enfin, il est dans la promotion. Donc là, on a parlé un petit peu de saisir la direction de la faculté pour des mesures d'éloignement, etc. Mais ça reste le problème principal qu'il faudra gérer à distance de toute cette affaire. Voilà, c'était un sujet très compliqué, d'accord? C'est vraiment, il était difficile, j'avoue. Les deux étaient difficiles, vous aurez jamais, enfin, je ne pense pas que le jour de l'oral, les deux sujets que je viens de vous faire seront aussi difficiles, ok? C'est vraiment là, j'ai essayé de mettre le max pour le dernier OB. Donc, est-ce qu'il y a des questions, Manon, ou pas? Non, Ma- à part Maxence qui a dit ça quand on t'a Oui, parlé bah de oui, oui. culpabiliser la victime. Ben, je vous jure que franchement, il y a eu pas mal d'études, enfin pas mal, il y a eu bien 5 étudiants, je crois, de ce que j'ai lu pour l'instant, qui ont vraiment rejeté la faute sur la jeune fille et qui n'ont pas compris les guillemets, qui n'ont pas compris que peut-être c'était pas si simple que ça, etc. Alors que voilà, les mises en situation, elles sont pas là pour rien. Oui, il faut dire que c'est pas forcément des violences, etc., et que peut-être que elle s'est mal exprimée et tout. Mais en général, là, il y a des indices quand même. Enfin, on ne fait pas des mises en situation pour que globalement, il ne se passe rien. Et oui, du coup, il y a vraiment des étudiants qui ont dit que c'était la faute de la fille, qu'elle devrait arrêter de sortir avec ses amis et puis arrêter de se plaindre, quoi. C'est un peu choquant. C'est un peu choquant. Je suis pas contente de ces étudiants. Faites attention à vous. Sinon, Maxence va vous retrouver. Ok. Correction, même de vague B. Alors, sujet. Alors lui, je le trouvais moins difficile que les autres, mais il n'était pas facile non plus, hein. Alors c'est parti, du coup, vous êtes étudiant en deuxième année de licence anthropologie à Nice. Anthropologie, on s'en fout. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais en vrai, c'est pas du tout important. Si, juste parce que vous n'avez pas forcément des connaissances médicales. Au cours d'une soirée d'intégration privée, vous voyez un étudiant en troisième année faire boire de grandes quantités d'alcool à des étudiants de première année jusqu'à ce qu'ils vomissent, entre guillemets. L'un d'eux tombe par terre et l'étudiant de troisième année l'ignore. Que faites-vous face à une telle situation? Donc là, on va commencer mécaniquement, comme d'habitude, parce qu'on a beaucoup d'informations, c'est un gros pavé, comme les autres sujets, donc on fait le truc mécanique qui nous permet de gagner du temps. Nous, on incarne quoi? Un étudiant en deuxième année de licence anthropo. Donc, comme je vous ai dit, les limites, c'est qu'on n'est pas forcément formé au premier geste de secours, on n'est pas un professionnel de santé, voilà, on a beaucoup de limites, quoi. Niveau santé, niveau gestion de situation où il y a des dangers pour la santé. Le personnage qui est en danger, parce que là, c'est vraiment important de souligner qu'il est en danger immédiat, donc il y aura une hiérarchisation à faire suivant l'urgence de la situation. C'est un étudiant de première année, donc il est plus jeune que nous. Il a bu 2 grandes quantités d'alcool et il s'est évanoui. Donc, s'il est tombé, c'est pas que juste il s'est pété la gueule, là, visiblement, c'est que il s'est évanoui. Ok, on a un personnage qui est dangereux, et ça c'est aussi important de le préciser, qui est d'emblée qu'il est dangereux, c'est l'étudiant de troisième année qui est plus âgé et qui fait boire plusieurs personnes. Il n'y a pas que l'étudiant qui est tombé, il faudra aussi s'occuper des autres. Parce que vous êtes surtout concentré sur qui est tombé, mais après vous n'avez pas forcément cherché à aider les autres plus jeunes étudiants. Le cadre, pour bien que vous vous représentiez la chose, alors j'ai vu que ça, vous l'avez bien réussi à vous représenter le cadre. Vous avez dit que c'était festif, c'était une soirée d'intégration privée. Donc c'est important de souligner qu'il n'y a pas, par exemple, d'équipe organisatrice, etc. Et que c'est difficile pour une intervention.
Donc là, il y a vraiment des gens qui m'ont précisé qu'il y avait probablement de la musique forte, qu'il y avait des lumières fortes, que les gens étaient plus ou moins sous substance, etc. Et c'est très bien de l'avoir fait parce que justement, enfin sinon, enfin, voilà, dites-vous que dans la scène, vous n'êtes pas dans un appartement avec quelqu'un par terre et juste vous et il fait jour et tout, quoi. C'est vraiment une soirée privée. Ça peut être très compliqué pour intervenir. Ok, donc là, on voit que vous vous êtes bien mis dans la mise en situation, c'est nickel. On va commencer à réagir. Donc je vous ai dit, on va faire par ordre d'urgence. C'est important. Il y en a qui ont commencé par le troisième année tout, on s'en fout du troisième année pour l'instant. Le problème d'urgence, c'est l'étudiant qui est en danger. Il est visiblement en situation d'alcoolisation aiguë. Alors, s'il s'est évanoui, c'est que c'est déjà quelque part un état grave. Il n'y a probablement pas de personne qui est responsable sur place ou de secours ou de trucs qui pourraient aider comme des couvertures, des sacs pour vomir, etc. Donc, il va falloir que vous le preniez en charge vous-même. Donc, vous n'avez pas forcément des connaissances médicales, mais ce qui relève du bon sens, c'est il faut aller le voir, il faut évaluer son niveau de conscience. Donc, le niveau de conscience, c'est très simple, c'est s'il vous répond, s'il bouge un petit peu, voilà, c'est des trucs comme ça. C'est pas non plus, dans une situation comme ça, c'est pas non plus, faut pas aller trop dans le détail. Il faut essayer de faire de la place autour de lui, il faut qu'il soit en sécurité. Si jamais il peut un peu bouger, peut-être le déplacer quelque part dans un endroit qui est calme, où il y a moins de bruit, où voilà, il y a pas les lumières qui lui pètent à la gueule, quoi, on va dire. Donc, on essaie de se représenter l'espace et de faire comme il faut. Vous pouvez demander aux autres un petit peu d'aide, éteindre la musique, arrêter les lumières, etc. Parce que là, je vous rappelle, c'est une soirée privée. C'est pas normal de faire ça à une soirée privée. Il faut vraiment que tout le monde se mette à aider, que tout le monde se rende compte qu'il se passe un truc grave. Donc là, il y en a beaucoup qui l'ont pas raté. Celle-là, c'est très bien. Il faut placer l'étudiant en position latérale de sécurité. Alors, en vrai, vous avez souvent dit PLS, PLS, PLS. Évitez les acronymes à l'oral parce que c'est pas très agréable, honnêtement. Dites position latérale de sécurité, ça fait plus de mots, ça prend du temps et tout. Voilà. Parce que, en fait, le problème, c'est que vous le répétez et du coup, c'est un peu compliqué à écouter. Enfin, j'aime pas trop, quoi. Donc voilà, on évite les complications. Et là, faites attention aussi, les complications, c'est pas du tout ingérer son vomi, d'accord? C'est inhaler son vomi. On n'avale pas son vomi, enfin, c'est pas le même tuyau. Genre, le risque, c'est de faire, c'est de respirer en gros le vomi, c'est pas de l'avaler, genre, on s'en fout de l'avaler. Donc ça, faites attention quand vous en parlez, parce que sinon, on a l'impression que vous savez pas trop de quoi vous parlez. Voilà, c'est vraiment, c'est pour éviter d'inhaler son vomi, par exemple. OK? Voilà, il y a beaucoup d'étudiants qui ont fait celle-là. Ok, donc après prise en charge, il faudra traiter les problèmes sous-jacents, d'accord? Attendez. Oups là. Ah oui, pardon. Je suis allée trop loin. Je me disais, j'avais pas fini. Ok. Donc juste, il faudra appeler les secours, hein, évidemment, si jamais il est en danger. Je ne l'ai pas mis, mais enfin, ça c'est. Vous l'avez, personne l'a raté, celui-là, donc je ne l'ai pas mis dans la correction, donc je vais le mettre, je vais le rajouter. Mais évidemment, enfin, dans la pire des situations, je vous rappelle, on prévoit toujours le pire. Il faut appeler les secours. Et j'ai des étudiants qui m'ont. Donc on leur a posé la question, on leur a dit, mais il faut appeler qui exactement? Et ils ont dit, bah, je sais pas, les pompiers, le SAMU, un truc comme ça. Bon, déjà, formulez le mieux, s'il vous plaît. Et on leur a demandé du coup de choisir entre les pompiers et le SAMU. Et ils ont dit, oh, les pompiers. Pour plusieurs raisons qui n'étaient pas forcément, je sais pas, je m'en souviens même plus, mais c'était pas du tout pertinent. Il faut appeler le SAMU quand il y a un souci pour la santé légale. Les pompiers, ils peuvent même pas donner un Doliprane. Donc là, si par exemple le mec, il était vraiment en train de faire un coma éthylique ou quoi que ce soit, il fallait appeler le SAMU, d'accord? Mais même, enfin, s'il était par terre et il fallait le mettre en position latérale de sécurité, il faut appeler le SAMU. Ok, les actes de bizutage. Donc là, c'est un truc qu'on peut prendre à distance un petit peu. Donc le problème qu'on a, c'est qu'on a un étudiant qui est plus âgé qui a fait boire à outrance des étudiants de première année. Donc ça, il y en a quelques-uns, ils me l'ont très bien sorti. Je l'ai vu dans les appréciations, mais le bizutage, même si c'est consenti, c'est illégal, d'accord? Parce que souvent, c'est une question qui revenait avec les jurys, normal, et vous étiez pas mal à dire que si le bizutage était consenti, bah, ça devenait plus illégal. Mais si, en fait, on considère qu'en cas de bizutage, on ne peut pas donner un consentement. Donc, consenti ou pas par la personne qui subit le bizutage, ça reste quelque chose qui est interdit. Et c'est un délit, c'est pas un crime, d'accord? Parce que du coup, c'était aussi une question qui revenait souvent chez les jurys, et vous êtes beaucoup à avoir dit que c'était un crime. Mais non, c'est pas un crime, c'est un délit. Vous pouvez avoir 6 mois de prison et une amende. Ok. Il faut aussi rappeler que le fait que ce soit une soirée privée, ça n'empêche pas que ce soit un bizutage, puisqu'on est dans un contexte d'intégration et que le bizutage, de toute façon, dans tous les cas, c'est quelque chose qui, par définition, vise à intégrer, humilier et tester les nouveaux étudiants. Et ici, c'est le cas. C'est un troisième année qui fait ça sur des premières années.
D'ailleurs, c'est un peu une circonstance aggravante que ce soit une personne qui soit en troisième année, puisque du coup, on considère qu'il a un petit peu une autorité, une influence qui est aggravante pour l'acte de bizutage. Ok. Le truc qu'il fallait pas faire du coup et qu'il fallait souligner, c'est que si on n'aidait pas la personne, on était en non-assistance à la personne en danger. Donc c'est une infraction pénale, ça, d'accord. Et la subtilité aussi, c'est que il y avait aussi peut-être les autres qui n'ont pas réagi parce que justement ils étaient en état d'ivresse, ils ne se sont pas rendus compte, etc. Donc faut pas dire que tout le monde est nul sauf vous. Ça se trouve, c'est que les autres ils ne se sont même pas rendus compte de la situation parce que justement ils étaient en état d'ivresse aussi. Euh, mais là, en fait, par exemple, le troisième année, on va le considérer probablement comme non-assistance à la personne en danger parce que probablement s'il continue à faire boire les autres, etc., c'est qu'il était en capacité réelle d'agir et il a quand même continué à le faire malgré les chutes d'un étudiant. Donc, ça pourrait s'appliquer aussi ici pour cet étudiant, la non-assistance à personne en danger. Ça, on vous l'a posé dans les questions et vous l'aviez globalement. Donc, ça, c'est très bien. Ça revient souvent. Ok, ensuite, on vous a posé la question si vous ne l'aviez pas mentionné, mais vous pouvez témoigner pour l'étudiant qui s'est retrouvé en danger, parce que si l'étudiant est tombé par terre et on a dû le mettre en position latérale de sécurité, bah, c'est qu'il s'est retrouvé en danger pour sa vie, et vous pouvez donc témoigner s'il souhaite porter plainte. Il y en a, on leur a posé la question, et on leur a dit, est-ce que vous seriez capable de témoigner? Ils ont dit, ah non, ça ne me regarde pas trop, je pense. Bah, non, si, ça vous concerne, vous êtes témoin direct. Là, il fallait pas dire non, hein. C'était vraiment dangereux de dire non là, à un jury. Ok, et ensuite, vous pouvez en parler avec l'étudiant qui était en danger après coup. Vous pouvez lui dire, écoute, il faudrait peut-être que tu ailles voir un psychologue ou un psychiatre. Enfin, probablement, ça, on lui aura déjà dit. Mais vous pouvez lui dire aussi en tant que personne qui l'a aidé, en tant que personne qui, du coup, a créé un lien avec lui, etc. Pour la conclusion, vous pouviez dire que bah, c'était une situation qui était susceptible d'être rencontrée dans les milieux étudiants. C'était quand même assez fréquent, peut-être plus fréquent qu'on ne le pense. Et que la difficulté de ce sujet, c'était bah, de bien hiérarchiser sa réaction, de ne pas culpabiliser l'étudiant qui est par terre, etc. Évidemment, il y en a quand même, je maintiens, mais il y a quand même des étudiants qui persistent à culpabiliser les victimes dans les mises en situation. Il faut arrêter de faire ça. Ça m'énerve. Genre, moi, je fais des mises en situation hyper sympas et tout, et vous culpabilisez mes victimes. Pas bien. Je suis pas contente. Mais vous n'êtes pas beaucoup à faire ça. Et vous pouvez faire une ouverture. Là, j'ai mis sur la prévention. Bon, je n'étais pas très inspirée, mais c'est bien de faire une petite ouverture, je trouve, comme ça. On voit que vous avez très bien compris le sujet. Ok. Bon, sujet un peu compliqué quand même, parce qu'il y avait des choses à dire sur le bizutage, sur la non-assistance, machin, machin. Mais au moins, vous pouviez meubler si vous aviez un peu d'inspi. Donc, sujet sympa quand même. Moi, je l'aimais bien celui-là, honnêtement. S'il y a des questions, Manon? Non, pas de question. Sympa. Encore une fois, c'était un sujet qui était dur, hein. Je vous ai mis des sujets vraiment là, et en plus là, le sujet qui arrive, il est encore plus dur, donc j'étais vraiment pas sympa, mais vous aurez pas pire le jour de l'oral, ça c'est certain. Alors là, je parie tout ce que j'ai. Non, pas du tout, mais voilà. Bon, allez, dernier sujet de même 3. Vous êtes étudiant en vacances à Nice, vous êtes dans le parc avec vos deux amis et vous voyez un parent mettre plusieurs coups violents au visage de son enfant d'environ 5 ans. En regardant bien, vous voyez que l'enfant présente des bleus sur les jambes. Comment réagissez-vous face à une telle situation? Alors, ce sujet a été vraiment difficile, parce que là, c'est un thème, c'est les violences faites sur les enfants. C'est vraiment chaud. D'accord? Surtout à la fin, quand on a fait déjà 20 minutes d'oral, etc. Je comprends que c'était difficile et vous n'aurez pas plus difficile le jour de l'oral. Par contre, il y a des trucs que certains étudiants ont dit, c'était juste pas possible. Donc, on va reprendre un petit peu calmement ce qui s'est passé là, mais on va essayer de réfléchir. Alors, déjà, on commence mécaniquement, j'insiste vraiment sur ça, mais ça vous fait gagner du temps. Donc, vraiment, ne- comment dire, ne laissez pas l'introduction ou la contextualisation de côté, parce que sinon, en fait, vous vous tirez vous-même une balle dans le pied, puisqu'ensuite, vous allez tout de suite chercher à réagir et vous allez oublier plein de trucs, vous n'allez pas bien organiser, et en fait, ça va se voir. Et c'est comme ça que vous répondez en 1 minute au lieu de 3. Donc, on va essayer de faire ça bien. Vous dites, là, j'incarne un personnage, c'est un étudiant en vacances à Nice. Ok. Voilà, les limites de ce personnage, c'est que ce ne sont pas des professionnels de toutes sortes. Ce n'est pas la police, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas l'assistante sociale, vous êtes un étudiant. Vous n'avez pas du tout de pouvoir d'action sur plein de domaines. Ok. Ensuite, les personnages qui sont avec vous, c'est vos deux amis. Donc, vous n'êtes pas seul et ils pourront vous aider. Et ça paraît anodin, mais il y a plein d'étudiants qui ont oublié de dire qu'ils étaient avec leurs amis. Et en fait, ils ont commencé à réagir dans la situation comme s'ils étaient tout seuls.
Et c'est qu'à la fin, quand on leur posait des questions, qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des amis avec eux et que potentiellement ça pouvait peut-être aider, on ne sait pas. Donc vraiment, je vous dis, l'intro, c'est important. Il faut que vous vous représentiez l'espace autour de vous. Les autres personnages, c'est un homme, son enfant en bas âge. En fait, donc là, il y a marqué, alors c'était un petit peu un piège, mais en fait, il y a marqué c'est le parent. Mais en fait, c'est peut-être pas du tout le père. Enfin, on ne sait pas du tout qui c'est en fait. Vous les avez jamais vus de votre vie. C'était un piège dans le sujet. D'ailleurs, enfin, souvent les jurys ont posé la question à la fin, mais c'était pas forcément le père d'ailleurs. Donc ça pouvait être plus grave que ça, peut-être, on ne sait pas. Mais, euh, mais bon, là, on présuppose que c'est le père. Ok, ça pourrait être l'oncle, on s'en fiche, c'est pareil. C'est pas bien dans tous les cas. Ok, et le lieu dans lequel vous êtes, c'est un parc ouvert au public. Donc potentiellement, déjà, il y a des gens autour. C'est pas non plus vous et vos deux amis contre le reste du monde. Et il y a potentiellement des forces de l'ordre pas loin ou des bornes d'appel d'urgence, etc. Donc c'est quand même relativement sympa. Et le fait que ce soit un lieu public aussi, ça remet dans les questions, puisque du coup, on me posait la question, est-ce que le fait que cette situation se déroule dans un lieu public, c'est pas inquiétant? Et si, c'est inquiétant, parce que s'il y a des violences comme ça qui se déroulent dans un lieu public, ben, on peut imaginer qu'en privé, c'est pire. Mais ça, c'est déjà aller loin. Donc, c'était juste pour vous faire la remarque. Ok, on commence à réagir, à trouver des solutions. Alors, vous et vos amis, vous devenez immédiatement témoins de maltraitance sur un enfant. Ça, c'était important d'emblée de dire qu'il y avait une situation de maltraitance. Là, il n'y a pas de doute, en fait. Vous avez assez d'éléments pour dire qu'il y a une situation de maltraitance. Pas parce que le gosse, il a des bleus sur la jambe, parce que, comme vous avez été nombreux à le préciser, effectivement, c'était pas forcément dû à des violences. Peut-être qu'il tombait parce que lui aussi faisait du tennis, peut-être, on ne sait pas. Mais, enfin, c'était les coups violents au visage qui étaient portés à l'enfant devant vous. Parce que j'ai pas mis, il lui a mis une claque, une petite tape, etc. J'ai mis, il a porté des coups pluriels, violents, violent, c'est quand même un sacré mot, au visage d'un enfant de 5 ans. Donc là, c'était une situation de maltraitance. C'était pas, il n'y avait pas de doute. J'ai pas juste mis, il a mis une petite tape sur la joue. C'est coup violent au visage d'un enfant qui présente en plus de ça des bleus sur la jambe. Donc là, ça fait beaucoup d'éléments. Il y a une personne, je crois, qui a dit que les bleus, ça pouvait être de la peinture. Bon, on évite de dire des trucs comme ça, s'il vous plaît. Ça se voit quand même, si c'est de la peinture ou un bleu. Mais c'était marrant à lire dans l'appréciation. Mais dites pas ça au jury, hein, par pitié, pas des trucs comme ça. Je sais que parfois on panique, mais il faut pas faire des trucs comme ça. Ok, donc je le précise bien, mais si vous réagissez pas actuellement, vous pouvez un petit peu, enfin là, vous êtes dans une situation de non-assistance à personne en danger, et je rappelle que c'est une infraction pénale, c'est une situation de maltraitance que vous avez devant vous, les coups violents au visage, c'est pas n'importe quoi, et surtout à cet âge-là, sachez que ça peut faire des dommages à vie sur la tête d'un enfant, quoi. Ok, donc là, il y a deux situations qui se démarquent. C'est si, par exemple, alors ça, vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais si les coups continuaient. Parce que là, vous avez été témoin de coups, mais si jamais les coups continuent et que la violence s'aggrave, etc., ben, ça va imposer, même si vous vous sentez, enfin, souvent sur le coup, ça va imposer une intervention physique. Et il faut que vous vous rappeliez que vous êtes avec vos amis. Vous êtes plus que le parent, et de toute façon, vous avez des gens autour. Donc, vous pouvez appeler à l'aide. Donc là, ce serait vraiment en situation où les coups continuent et que c'est grave, etc. Et ça, en fait, vous n'avez pas vraiment continué à vous poser la question, est-ce que les violences pourraient continuer après ce qu'on a vu? Donc en vrai, c'est pas si grave que ça, mais vous êtes vraiment concentré sur ce que vous aviez vu et vous n'avez pas imaginé la suite de la mise en situation. Ok. Donc si par exemple les coups s'arrêtent et que l'enfant continue de marcher avec son papa, l'homme, ben, ce que vous pouvez faire souvent pour ne pas vous-même vous mettre en danger, ce qui paraît être quand même plus intelligent, c'est de surveiller l'homme tout en appelant les secours. Donc là, j'ai mis des numéros qui ne sont pas forcément à connaître, mais alors, le 119, c'est pas forcément à connaître, mais c'est Allô enfance en danger. C'est pour voilà, c'est l'aide à l'enfance, etc. Et là, je vous ai dit d'appeler la police. Donc c'est mieux que d'appeler les pompiers, par exemple, dans ce cas-là. Pour le coup, la police, c'est peut-être plus pertinent. Donc, il faut donner les détails nécessaires, lieu, description de l'homme, de l'enfant, etc., description des coups, etc. Ensuite, il faudra probablement que vous fassiez une déclaration écrite que vous témoignez de ce que vous avez vu. Mais je précise voilà, que c'est vraiment important que vous ayez compris que là, je n'ai pas mis coup violent au visage pour rien. Sachez que vous pouvez, enfin, ça paraît évident de le dire comme ça, mais on peut tuer un enfant facilement en lui mettant un coup très violent à la tête.
c'est un âge où on est quand même fragile au niveau physique, etc. Et là, c'était clairement pas anodin que je mette ça comme ça. Donc, il y en a qui ont essayé de justifier l'acte du parent en disant oui, mais peut-être qu'il était sous le coup de l'émotion, peut-être que c'est sa manière de l'éduquer, non, 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 et tout. Et je n'ai pas, encore une fois, je n'ai pas mis un petit coup dans l'énoncé, j'ai mis des coups violents au visage, d'accord? Donc ça, c'était vraiment un peu compliqué de voir des étudiants qui ne se rendaient pas forcément compte qu'on avait peut-être une situation qui était très grave à gérer. Ok, donc là, je l'ai précisé dans la conclusion, mais rester passif, en tout cas, c'était la pire réaction possible. On ne pouvait pas juste expliquer le comportement du parent, il fallait tout de suite appeler les secours et il faudra probablement témoigner après. Je rappelle que c'est des coups violents au visage. Vraiment, j'insiste, mais je vous jure qu'il y a eu des étudiants, je n'ai pas compris, ils ont pas vu le problème dans la situation, quoi. Ok. Vous pouvez. Alors là, si c'était pas mal parce que les jurys l'a posé en question. Donc ça pouvait être une ouverture sympa, mais si par exemple l'enfant n'avait pas présenté de blessure et que le père lui avait juste hurlé dessus et secoué, est-ce que les gens autour réagiraient de la même manière? Ou alors si l'enfant était allé courir vers vous, qu'est-ce que vous auriez fait en priorité, etc. Enfin, il y avait pas mal de modifications de la situation qui étaient possibles à faire en ouverture et je trouve que c'était pertinent et comme ça a orienté votre jury sur des questions. Après, ne l'orientez pas sur des questions que vous ne pourrez pas répondre. Mais voilà. Ok, on a fini les sujets de la mort, que vous n'aurez pas, je rappelle, normalement, au vrai oral, parce que c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué, surtout à les enchaîner comme ça, j'avoue que c'était vraiment pour abattre. Ok. Il y a une Alors, question dans le chat ouais, c'est par quoi? rapport au sujet d'avant. C'est est-ce que si jamais la situation elle persiste, est-ce que c'est pertinent de filmer? Ouais, et justement, j'attendais que certaines personnes me le disent, et en fait, il n'y en a pas eu tant que ça qui l'ont dit, mais oui, filmer la situation pour avoir des preuves, bah, c'était une bonne idée si ça continuait. Mais encore une fois, je vais le rajouter dans la correction, mais encore une fois, ce que je disais, c'est que les gens n'ont pas imaginé la suite avec des coups qui se reproduisent. Et c'est un peu dommage parce que oui, à ce moment-là, filmer, ça pouvait être super sympa, enfin super sympa, genre c'est pas en mode bonne ambiance et tout, mais ça pouvait être une très très bonne idée dans le contexte. Et ça prouve qu'on se met bien, enfin, on se représente bien la situation parce que ce serait une des premières choses qu'on ferait probablement. Donc ouais, bravo pour ça. Il y a une autre Je- question. C'est Ouais. est-ce que il aurait été possible de, par exemple, si tu es dans un parc pour enfants, aller chercher d'autres personnes, notamment des parents qui sont peut-être plus confrontés à ce genre de situation? Ouais, ben, du coup, je l'ai mis exactement. Rappelez-vous, vous êtes dans un lieu public, vous êtes dans un parc. Probablement, il y a d'autres parents, il y a d'autres personnes autour de vous. Il n'y a pas que vous et vos deux amis. Donc, vous pouvez facilement crier à l'aide si jamais les coups continuent et que vous vous sentez pas de vous mettre en danger vous-même, quoi. Mais oui, tout à fait. Et ça montre, encore une fois, que vous vous mettez bien dans la situation. Et ça, c'est super. Parce qu'il y en a vraiment, je vous jure, j'avais l'impression qu'ils étaient tout seuls dans le parc à tout gérer, hein. C'est compliqué, grosse charge mentale. Alors, donc, juste, on va. Oh, il est 40. Parfait. On va finir Il y avec a les mêmes. juste, Pardon. encore des questions sur le même 2-3. Est-ce Ah, que, vas-y. Excuse- d'avoir un Excusez-moi s'il faut. dans lequel nous-mêmes on est en danger? Oui. Oui, 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 vous pouvez avoir un sujet. Alors, c'est bâtard, on va pas se mentir, mais vous pouvez avoir un sujet où, effectivement, là, vous êtes en situation de danger. Mais en vrai, pour moi, c'est pas les sujets les plus pertinents. Donc, je pense que ça tombera pas. Après, je ne veux pas m'avancer et vous dire que ça tombera pas, mais si ça tombe, c'est l'histoire de un sujet. Parce qu'en fait, le but, c'est qu'on voit comment vous réagissez face à des situations que vous ne maîtrisez pas. Des situations externes où il y a d'autres personnages, comment vous aidez les autres, etc. Parce que bah, le but de l'oral, c'est de vous faire passer dans des filières de santé où vous y êtes pour aider les autres. Donc, ça m'étonnerait quand même qu'il vous fasse un sujet sur un danger dans lequel vous êtes. Ce serait méchant, mais c'est possible, rien n'est impossible. Il y a d'autres questions ou pas? C'est le moment. Pour Donc, l'instant, non, mais au pire, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, on les lira à la fin. ah ouais, vraiment, n'hésitez pas parce que même 2-3, c'est important que ce soit maintenant qu'on dise les choses, quoi. Ok, donc là, je vous montre juste le sujet. Alors, ce sujet, j'avoue, il était nul. Genre vraiment, je ne l'aime pas du tout. Moi qui l'ai fait, hein. Mais il est nul, nul, nul. En fait, j'ai pris une étude qui était vraiment faite comme ça. Et je me suis dit, c'est bien, je vais leur mettre un sujet nul, comme ça, ils savent que ça peut tomber à l'oral.
Je suis désolée. Vraiment, il était là pour abattre cet oral blanc. Parce que, en fait, le premier paragraphe et la première figure, bah, en fait, c'est un peu nul. Genre, il n'y a pas grand-chose à dire. Et en fait, il fallait surtout se concentrer sur le deuxième paragraphe et la deuxième figure. C'est pour ça que ce sujet était nul. Je suis désolée. Je suis désolée. Je vous présente juste le sujet de la vague B et après, on passe aux corrections. Le sujet de la vague B, apparemment, d'après les jurys, il était vraiment jugé difficile par les étudiants. Je suis désolée aussi, je ne pensais pas à celui-là pour le coup, mais ouais. Donc ça, c'était sur les inégalités dans les fonctions d'encadrement entre les femmes et les hommes. Et en fait, ouais, bon, les figures, j'avoue, c'était un peu compliqué, mais c'est surtout qu'en fait, il y avait tellement de trucs à dire en fait que les gens se sont retrouvés un petit peu dépassés par la situation, quoi. Je suis désolée, hein, c'était pas du tout mon but, mais sachez que les trucs comme ça tombe et que là, en plus, j'ai respecté à chaque fois le nombre de mots maximum, j'ai mis les deux figures et tout, donc c'est vraiment des trucs qui peuvent tomber, malheureusement. Désolée, je me sens trop mal. Ok, attends, je les ai mis où les corrigés? Correction même un vague B. Go, c'est parti. Alors, donc si vous les avez, je les ai mis sur les forums, hein, si jamais vous avez besoin des sujets. Mais en vrai, là, on va juste parler de ce que vous pouviez évoquer. On va pas non plus trop parler parce que c'est bon, la méthode, on la connaît, il y a plein de corrigés sur le forum et vous avez globalement bien réussi ces épreuves. Mais on va quand même faire une correction. Bon, la team, ne pas citer l'INSEE à ce stade, je vous déteste. Genre, il y en a, allez, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui n'ont même pas cité l'INSEE. Par pitié, c'est souvent ça, les textes qui tombent. Et c'est bien de dire que c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques. Je sais qu'il y a des P1 qui l'ont sorti à l'oral, ça fait trop classe. Genre, c'est hyper bien de savoir ce que ça veut dire. Du coup, c'est bien de dire que les données datent de 2015, etc. Donc, si, et ça, c'est très bien, vous l'avez très bien mentionné, je suis hyper contente de vous, mais vous avez bien dit que les données étaient de 2015 et qu'il fallait peut-être, il y a peut-être eu plein de trucs qui se sont passés entre-temps, type Covid, etc., et qu'on rebattu les cartes. Et je suis très fière de vous, vous avez très très bien ciblé cette limite. Et ensuite, voilà, le thème, inégalité salariale et conditions socio-économiques des femmes. Mes mains au Ah merde, je fais la vague B là. Putain. Bon, bah, on commence par la vague B. C'est pas grave. J'étais en train de me dire, mais c'est pas du tout le premier sujet. Bon, il est mieux celui-là, je préfère celui-là. Dans les fonctions d'encadrement et donc notamment dans les Alpes-Maritimes. Donc c'est pas du tout à toute la France. Et ça aussi, vous avez été pas mal à bien dire que c'était une des limites et que en complément, on pouvait ajouter des données de la France entière, etc. Je suis très fière de vous. Je suis très très fière de vous. Vous êtes super. Synthèse rapide, c'est bien de le faire et de citer quelques chiffres. Ça, je vois que vous y arrivez très bien aussi. C'est quelque chose que vous n'oubliez pas de faire. Mais c'est bien de citer des petits chiffres comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis là? Perçoivent en moyenne 18 800 € net par an, 23% de moins que les hommes, etc. C'est significatif. Significatif, il faut vraiment savoir ce que ça veut dire en statistique, hein. De toute façon, sinon, on vous pose la question. Mais en fait, là, il y avait vraiment matière à poser plein de questions statistiques. Je sais plus, je crois qu'il y avait sur les déciles, il y avait sur ouais, les écarts significatifs, le niveau de vie médian, etc. Donc, il y avait vraiment beaucoup de concepts statistiques qui étaient à savoir maîtriser. Et je vous conseille vraiment de relire vos cours de santé publique et de biostat et de statistiques descriptives et tout là. C'est nul, mais il faut le faire. Ok, donc bon, vous avez lu, je pense, la synthèse rapide, super, précarité, mère isolée, nanan, 37% sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, il fallait vraiment comprendre ce que c'était, hein. C'est la valeur monétaire en dessous de laquelle on est vraiment en situation de pauvreté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas subvenir à ses besoins comme il faut. Ok, et il faudra se concentrer sur les femmes seules sans enfants, et notamment les moins de 30 ans. Ok, donc première partie, on rappelle, c'est les problématiques. Donc là, j'ai juste mis les chiffres et tout, mais essayez d'énoncer une problématique un peu propre, sans poser nécessairement de questions, mais juste, voilà, vous dites, bah, au niveau social, ce qu'on voit, c'est que la pauvreté, ça touche fortement les mères isolées et les jeunes femmes seules, et que les femmes subissent des inégalités qui sont beaucoup plus marquées en haut de l'échelle salariale, etc. Donc problème d'ascension sociale, problème de reconnaissance, etc. Niveau économique, ce qu'on pouvait trouver, encore une fois, il fallait peut-être pas forcément tout citer, mais c'était les choses qu'on pouvait trouver, hein. Niveau économique, bah, du coup, évidemment, écart de revenus de 23%, qui était pas mal. Donc ça, c'est évidemment une moindre valorisation économique du travail féminin, et surtout, du coup, dans les fonctions d'encadrement. Et qu'on pouvait évidemment parler des mères seules, qui sont plus exposées à la précarité financière, puisque évidemment, elles n'ont pas il n'y a pas de double revenu dans le foyer, il y a des enfants à charge, etc., et que ça ne leur permet pas forcément d'avoir
le travail qui paye bien et surtout d'avoir le travail à plein temps, par exemple. Et au niveau juridique, ce qu'on pouvait parler, c'était de l'inégalité de rémunération. Donc là, je vous ai mis des trucs, mais ce que ça montrait, en fait, c'est que même s'il y avait des lois qui existaient sur l'égalité salariale en France, bah, dans la pratique, finalement, il y a encore des inégalités de rémunération. Ça, c'est important, je le dis dès maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire qu'il n'y avait pas de loi en France sur l'égalité salariale. Si, bien sûr que si, même. En théorie, l'égalité salariale, elle est dans la loi. Juste en pratique, c'est pas la même chose. On va dire ça comme ça. Mais du coup, c'était une erreur enfin, c'était vraiment un gros, je trouve, de dire il y avait pas de loi sur l'égalité parce que bah, si, il y a des lois qui existent sur ça. Donc c'était vraiment un peu osé de dire ça. Je sais que vous n'êtes pas forcément censé tout savoir, etc. Mais là, en fait, vous alliez trop loin dans l'imagination, quoi. Ok, hypothèse de réponse. Donc, comment on pouvait expliquer tous ces problèmes? Donc là, j'ai pas mis, mais c'est social. Bah, du coup, déjà, on pouvait expliquer que les femmes sont encore largement associées à des rôles familiaux domestiques. Ça peut limiter les opportunités professionnelles, les postes à responsabilité. Il y a des stéréotypes sociaux qui font que, bon, ça, normalement, vous le connaissez, on vous le rabâche depuis toujours. Ensuite, il y avait aussi une inégalité du partage des charges parentales, puisque là, on voit qu'on a. Enfin, le gros problème, c'est les mères isolées. On ne parle pas nécessairement des pères isolés. D'ailleurs, c'est dommage. On pourrait en faire une étude. Donc, ça, en ouverture, ça aurait été pas mal, une étude sur les pères isolés. Mais là, si on parle des mères isolées, c'est que évidemment, c'est parce que ce sont elles qui sont les plus nombreuses. Donc, c'est dommage. Et je vous l'ai dit déjà, mais ça restreint la disponibilité pour des emplois à plein temps, des horaires étendus, des trucs mieux rémunérés, où on peut plus s'investir dans le travail. Donc, ça, par contre, ça a été très bien dit, donc je suis très contente. Et que voilà, on avait aussi de l'autocensure. Donc ça, c'est pareil, ça rejoint les stéréotypes de genre, etc. Mais voilà, on a des femmes qui ne vont pas postuler à des postes d'encadrement parce que justement, elles ont pas de modèle avant elles de femmes qui travaillent à ces postes ou parce qu'elles ont peur d'aller dans un environnement qui va être hostile à leur arrivée, etc. Mais c'était important de le dire. Hypothèse économique. Donc déjà, alors ça c'était un truc qui était tombé à l'OB1 et il y a des gens qui m'ont cité les textes qui étaient tombés à l'OB1. Je suis très fière de vous parce que c'était vraiment très smart, ce qui fait que vous avez pu citer les secteurs d'activité genrés comme c'était tombé à l'OB1 et j'étais contente. J'étais contente, voilà, je me suis dit bon, c'est cool, ils utilisent les ressources qu'on leur a données, ils arrivent à faire des liens, c'est super. Vraiment, c'est génial, vous êtes comme ça. Enfin, alors vous voyez pas, mais là je fais un pouce. Alors, vraiment, vous êtes comme ça. Ok, donc on pouvait parler de ça, on pouvait parler de l'inégal accès au réseau professionnel. Donc là, je vous rappelle qu'on parle vraiment des fonctions d'encadrement, etc. Donc c'était hyper pertinent. On pouvait parler des femmes en situation monoparentale qui pouvaient avoir moins d'opportunités, voilà, de nouer des relations pour la progression des carrières, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier voilà, les réseaux professionnels, ça reste quelque chose de très en pratique et malheureusement, c'est pas non plus souvent très, très accueillant pour les femmes, et qu'on a une dévalorisation systémique des fonctions qui sont exercées par les femmes, puisque c'est historiquement sous-payé, ça, c'est pas nouveau. Ok, en hypothèse juridique, on pouvait donc expliquer cet écart de salaire avec l'application partielle ou inefficace du droit à l'égalité salariale. Bon, là, on avait vraiment 23% de différence, donc ouais, c'est significatif, quoi, il n'y a pas de doute. Évidemment, on a le cadre légal qui existe, je maintiens. Et il faut préciser aussi que même s'il y a un cadre juridique théorique précis, si on a un écart comme ça, c'est que bah, évidemment, il n'y a pas beaucoup de contrôle, de sanctions, etc. Et l'effet dissuasif, est-ce qu'il est vraiment présent finalement? Ok, on a aussi des manques de dispositifs de conciliation travail-famille, donc ça c'est pour les femmes isolées notamment. Et ce serait, donc là on en parlera dans les perspectives, mais ce serait bien de dépénaliser les femmes en leur proposant plus d'aide. Ok, ensuite on a, ouais, oui, voilà, bon, je l'ai mis aussi, l'inertie des structures de gouvernance. Bon, ça, on va pas non plus se mettre trop dans la politique, mais voilà, parce que sinon, après, je vais me faire cancel. Ok, on va dans les perspectives de réponse. Bon, ça c'est très bien. Les perspectives de réponse, vraiment, les jurys étaient super contents. Vous avez été top, vous avez eu plein d'idées. Je vous ai déjà dit, vous avez proposé d'autres études, d'autres cadres d'études, etc. Mais vraiment, vous avez eu des super réponses. Donc on va aller vite, mais c'était vraiment pas mal. Vraiment, je suis très contente de voir que c'est vraiment maîtrisé ce type de partie. Donc changement culturel, lutter contre les stéréotypes, encourager les filles pour d'autres secteurs, voilà, ça vous l'avez tous dit. Euh, ah oui, alors ça c'était pas mal. Ça c'est moi, mais je trouvais que c'était cool de citer les pays nordiques vu qu'ils ont des taux d'inégalité de genre au travail qui sont extrêmement faibles par rapport au reste des pays.
Mais ça, c'était un peu, ça fallait vraiment être chaud pour le sortir sur le coup, quoi, parce qu'on n'y pense pas forcément. Et surtout, il y en a plein qui m'ont dit ça aussi, mettre plus d'aide pour les mères seules, donc du coup les crèches, etc. Vous en avez bien parlé, les aménagements d'emploi, etc. C'était vraiment, vraiment super. Je suis très, très contente. Économique. Ok, donc intégrer plus d'objectifs d'égalité dans les entreprises, s'inspirer du coup des quotas à poste de responsabilité comme en Norvège. Du coup, on reste sur les pays du Nord, etc. Ça, vous n'étiez pas censé le savoir, mais je vous le dis maintenant, vu que c'est la correction. En France, on a des quotas déjà qui sont fixés par la loi Rixin dans les conseils d'administration. Et du coup, je l'ai mis en juridique, mais et peut-être que justement, ce serait pas mal de, comment dire, de l'élargir à d'autres trucs, genre dans les encadrements opérationnels des entreprises, etc. Ça pourrait être sympa. Mais si vous ne savez pas la loi, vous ne dites pas n'importe quoi, je le répète. Donc voilà, on pourrait augmenter les sanctions en cas d'inégalité, on pourrait faire plein de choses. Il y avait vraiment beaucoup de trucs à dire et vous l'avez très bien dit. Et hop, petite conclusion avec ouverture. On s'en fout de la conclusion, c'est pas censé vous prendre du temps, même s'il y en a qui ne la font pas, hein, la conclusion. C'est bien de faire une phrase au moins. Alors. Où est-ce qu'il est? Ah, c'est là, j'ai pas donné de titre. 2 secondes. Il y Il y avait a des juste questions? une petite Ouais. question, ouais. Est-ce que dans la synthèse, si on paraphrase, c'est grave? Oui, parce qu'il y a des jurys qui m'en ont parlé et ils ont été sensibles à ça parce que en fait, je sais que c'est compliqué de pas paraphraser, mais il y en a, c'était vraiment trop limite et du coup, c'était un peu. C'est pas, en fait, c'est pas très, ça fait pas très. On dirait que vous avez pas compris le sujet en fait quand vous paraphrasez parce que justement, le but de ne pas paraphraser, c'est de montrer que vous savez remplacer les termes, que vous savez formuler autrement et que vous avez compris le texte. Donc, c'est pas grave en soi, sur le coup. Parce que, évidemment, si vous êtes face à un sujet que vous ne comprenez pas, c'est mieux de paraphraser. À ce moment-là, il faut sauver les meubles. Mais dans l'idéal, il faut éviter. Après, je sais que c'est difficile, donc je vais pas non plus vous obliger à le faire. Hop là. Ok, c'est bon. Du coup, je vous avais montré le premier sujet, vu qu'on a fait n'importe quoi dans l'ordre. C'était un sujet nul parce que je vous ai dit, la première partie, enfin, finalement, elle n'était pas trop en lien avec le titre et tout. Enfin, c'était vraiment nul. Mais encore une fois, c'est un texte qui peut tomber. Donc, ouais, je vous ai mis un sujet nul pour vous habituer. Et ouais, je suis comme ça. On est comme ça, même, j'ai envie de dire. Ok, donc, pour la correction, donc là, alors l'intro, elle est clairement là. C'est pas bien ce que j'ai fait. Euh, voilà, décrivez bien les figures, l'année, l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, par pitié. Ça peut être une autre instance, hein, mais souvent c'est l'INSEE. Donc si c'est une autre instance, vous faites pareil. On s'en fiche, mais là, l'INSEE, vous pouvez pas, encore une fois, vous ne pouvez pas ne pas me la citer et c'est bien de dire le truc complet, quoi. Le thème, la crise sanitaire a eu un impact disproportionné sur les femmes en termes de. Alors, mortalité, du coup, c'était pour les hommes, du coup, mais je l'ai quand même mis, parce elles ont été moins victimes de mortalité que les hommes. Il fallait le préciser, mais du coup, j'en ai pas trop parlé parce que, bah, ok, enfin, il n'y avait pas grand-chose à dire, en fait. Enfin, c'est juste ça, quoi. De précarité, d'emploi, nanana, d'inégalité salariale, etc. Femmes en première ligne, nanana. Ok. Fragilité pendant la pandémie. Normalement, ça, c'était pas trop compliqué. Alors, du coup, encore une fois, j'ai pas trop parlé des hommes parce que j'ai envie d'aller vite, mais ce que vous pouviez dire sur la première partie, du coup, c'était que les hommes étaient beaucoup plus touchés par la mortalité, par la crise sanitaire. Et du coup, ça, en hypothèse de réponse, vous pouviez dire que bah, ils présentaient plus de comorbidités, ils avaient plus de comportements à risque, type ne pas mettre de masque, ne pas se désinfecter les mains, sortir malgré les interdictions, etc. Donc, c'est prouvé, hein, c'est pas moi qui le dis et que du coup, peut-être ça pouvait faire ça, mais c'est surtout les comorbidités qui sont beaucoup plus présentes chez les hommes qui font qu'il y a eu une mortalité qui était augmentée chez les hommes. Et du coup, en perspective, vous pouviez dire, bah, il faut faire plus de prévention, faut plus leur dire de faire attention, surtout s'ils ont des comorbidités, faire revoir les prises en charge, etc. Il y avait des trucs à dire, mais le problème, c'est que c'était pas en lien avec le titre et avec le reste vraiment de l'étude. C'était un sujet de merde. Encore une fois, c'était nul. Ok, du coup, problématique sociale, nanana. Alors, en social, on pouvait voir qu'elles étaient surreprésentées dans les métiers de première ligne, donc santé, etc. Donc là, je parle vraiment de la crise sanitaire, hein, et que c'était des conditions de travail qui étaient donc plus pénibles, puisque vous êtes
bah, du coup, forcément, si vous ne travaillez pas en télétravail, bah, vous êtes à risque de choper le virus. Et en plus de ça, vous n'avez pas trop de reconnaissance pour le risque que vous prenez. Et qu'on avait une forte proportion qui travaillait à temps partiel par rapport aux hommes. Et donc, souvent, enfin, parfois de manière contrainte. Ok, ça coule de source. Donc, ça, c'est les problématiques, hein. Je rappelle, on est dans les problématiques. Ça, c'est ce qu'on observe. Au niveau juridique, on a l'égalité professionnelle qui reste théorique, évidemment. C'est un peu les mêmes problématiques entre les deux sujets. C'est pour ça que j'ai fait les deux aujourd'hui, comme ça les juristes n'étaient pas perdus. Mais il fallait un petit peu parler des écarts de salaire et des protections spécifiques. Ça, c'était pas mal. Je crois qu'il y en a qui en ont parlé, mais qu'on n'avait pas les mêmes accès, on n'avait pas les mêmes protections qui étaient forcément adaptées à la morphologie féminine et qu'on n'avait pas forcément, mais ça pour les deux sexes, par contre, la reconnaissance des maladies professionnelles pour les métiers féminisés, que ce soit au niveau pneumologique, etc., mais autre que le Covid, mais parce que du coup, avec tous les gestes barrières, etc., il y avait d'autres problèmes. Ensuite, économique. Du coup, là, évidemment, on peut le dire, écart salarial net. Donc ici, c'est 15% dans cette étude. Donc là, c'est une étude qui est plus récente que l'autre, vu que forcément, ça prend en compte la crise sanitaire. Donc du coup, c'était un peu dans la continuité de l'autre sur ça. Donc c'était pas mal. Mais effectivement, dans l'autre étude, vous m'avez cité, peut-être ça a changé avec la crise sanitaire. Bah, on va le voir ici, hein. Et voilà, qu'est-ce qu'il y avait? C'est pas très pertinent après. Bon, tout ça, c'était les problématiques qu'on pouvait trouver. Hypothèse de réponse. Alors là, j'ai même pas mis dans l'ordre, j'ai juste mis Alors, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. J'ai pas organisé par problématique, mais il n'y a aucun souci. Vous êtes complètement autorisé à le faire. Comme je vous ai dit, vous avez même le droit de faire problématique, hypothèse, perspective. Ensuite, problématique 2, hypothèse 2, perspective 2. Vous avez le droit de faire ça. Tout ce que je veux pas que vous fassiez, c'est que vous fassiez genre 40 problématiques et que vous fassiez 7 minutes d'oral. Là, c'est chiant pour tout le monde. Surtout pour vous. Voilà. Alors, donc, il fallait dire quoi? Hypothèse de réponse, métier de soins et services historiquement dévolus aux femmes. C'est vrai. Et souvent, du coup, c'est sous-évalué économiquement. C'est vrai aussi. Rien de nouveau. Mais il fallait le dire. Disparité structurelle persistante, écarts salariaux. Ok, donc triple pénalité, temps de travail réduit, donc temps partiel, moindre responsabilité hiérarchique, voilà, et salaire horaire inférieur, puisque du coup, c'est pas les mêmes secteurs, c'est pas la même reconnaissance de travail, etc. Exposition accrue pendant la crise, oui. Femmes en première ligne, aide à domicile, caissière, infirmière, tout ça, c'est des métiers qui sont majoritairement féminins et qui n'ont pas pu rester chez eux pendant la crise. Donc, c'est très, très compliqué, sachant que, évidemment, on a encore, à cause des stéréotypes de genre, etc., machin, les femmes qui réalisent des tâches domestiques et éducatives à outrance par rapport aux hommes. Et ouais, et moindre capital économique aussi. Donc, on sait très bien que les femmes ont moins de patrimoine, de revenus et tout pour faire face à la crise. Ça, c'est encore une fois vérifié. Donc, c'est plus vulnérable au choc économique et notamment quand on est touché par euh, une crise sanitaire où il y a des trucs enfin, où il y a plein de soucis en fait, parce qu'il y a des produits qui augmentent, il y a toutes les protections à s'acheter, etc. C'est compliqué. Il y a les gosses à la maison, enfin, c'est compliqué. Ok, perspective de réponse. Encore une fois, je n'ai pas du tout organisé par problématique. Donc, vous avez le droit de faire ça. C'était pour vous montrer que vous avez des droits quand même en tant que première année. Super les droits. Oh là là, putain. Pardon, excusez-moi. Ça bug. Ok, du coup, perspective de réponse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Revaloriser les métiers féminisés. Super, ça c'était bien. Il y en a qui l'ont dit. Très très bien. Encore une fois, vous êtes bon sur les perspectives. Vous arrivez bien à ajouter d'autres études. Vous arrivez bien à souligner les limites, etc. Vous êtes super fort. C'est trop bien. Politique active pour l'égalité salariale. Donc là, j'ai dit la même chose. Contrôle renforcé, nanana et tout. Transparence sur les écarts de salaire. Ça, je ne l'avais pas mis dans l'autre, mais évidemment. Meilleure conciliation des temps de vie. Super. Pas mal. Développement des services publics. Ouais, j'ai vraiment mis les mêmes trucs. Et investissement dans la santé au travail. Donc ça, c'était important pour les hommes, et notamment parce que du coup, ils étaient plus touchés en mortalité que les femmes. Donc, meilleure prévention des risques psychosociaux et tout. Et du coup, là, j'ai mis aussi reconnaissance des maladies professionnelles liées au Covid, puisqu'elles étaient plus exposées sur les métiers de soins, etc., d'accueil, dans les métiers féminisés. N'oubliez pas de parler des hommes en vrai, hein, parce que c'était quand même dans l'étude. Et du coup, dernière partie, conclusion rapide, et puis ouverture. Alors, la conclusion, on s'en fiche, hein, la conclusion, c'est vraiment, on improvise. Mais l'ouverture, là, qu'est-ce que j'avais mis?
Je trouvais que la reconnaissance des soignants, ça pouvait être une super ouverture, puisqu'on a bien vu que ça changeait un peu en ce moment. Et du coup, je voulais parler aussi, enfin moi, dans l'ouverture, j'aurais parlé des sages-femmes, parce que historiquement, c'est une filière qui est sous-reconnue au niveau professionnel. Et là, elles ont eu quelques progrès récemment dans leur filière, elles ont été un petit peu revalorisées. Donc, c'était bien applicable à ce style de sujet, je trouve. Voilà, voilà. Si vous voulez, vu qu'il est non, il est 15h05. Attendez, juste, je vous montre un truc qui est pas mal, c'est les banques de questions. Où est-ce qu'elles sont? Questions, voilà. Parce que, en fait, je vous montre ce que les jurys ont. C'est ça, en fait. C'est des documents comme ça. Et en fait, nous, on a organisé les réponses en questions simples, questions intermédiaires et questions. Bon, là, j'ai pas mis mes questions difficiles. Et en gros, c'est suivant le niveau de l'étudiant, comment il a compris le texte. On pose des questions vertes, orange ou rouges. Alors, c'est pas grave si on vous pose pas des questions rouges, mais le tout, c'est de bien répondre aux questions qu'on vous pose. Parfois, on pose toutes les questions parce que vous êtes vraiment chaud. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, bah, par exemple, ici, je l'ai mis. Pourquoi les hommes sont plus à même de décéder à cause de la crise? Bon, bah, voilà, j'ai mis comorbidité, comportement à risque, habitude de vie, genre ils fument plus, machin, etc. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Bon, oula, j'étais à l'aise. Euh, bon, voilà, c'était pour vous montrer juste ce que les jurys ont à disposition. Et en fait, le jour J, ils auront ça pour tous les sujets. Là, vous voyez qu'on a des banques de questions pour le même 2, le même 3, etc. Donc, on a plein de trucs à disposition quand on est jury. Ok, je vais enlever le partage d'écran. Alors, du coup, si vous avez des questions, je vous écoute. On a fini la correction, les Il y a pas corrections. mal de questions dans le cadre, surtout méthode. Wouh! Attends, j'y vais. Euh, sur le... Oupsie! Attends, ça commence à... Bah, Ouais, celle c'est bon. sur la synthèse, je l'ai déjà posée, du coup celle d'en dessous. Alors, sur le premier paragraphe de la vague, j'ai trouvé aucune problématique, j'ai bugué. Ben, je comprends. Je comprends, c'était un sujet nul. Mais c'était pas grave en vrai, là, dans le sujet. Mais du coup, dans la synthèse, on paraphrase, c'est pas grave, ouais, ça c'est bon, tu me l'avais dit. Décrire les figures, c'est à quel point donner des chiffres ou vraiment décrire bien les graphiques. Non, c'est vraiment juste décrire le type de graphique. Genre, si c'est un histogramme, tu dis waouh, il y a un histogramme. Genre, vraiment, ça ne va pas plus loin. Et ensuite, c'est quand tu vas citer les chiffres qui vont t'aider dans ton développement que tu vas dire, du coup, dans la figure 2 on voit qu'il y a 23%, nanana et tout. Là, tu cites comme ça. Mais t'es pas obligé de décrire le graphique à un niveau mathématique important, quoi. Sinon, on s'en sort pas. J'ai du mal à comprendre les hypothèses. Ça peut être aussi bien une cause comme une conséquence, ou même juste un fait. Oui, c'est un peu compliqué. En fait, le problème, c'est que c'est une méthodologie qui est donnée par le professeur Stassini, et parfois, ça peut être un peu répétitif. Mais les hypothèses, c'est censé répondre à la problématique, les expliquer en fait. C'est censé expliquer les problématiques. Et en fait, vous pouvez évidemment ajouter des éléments de culture G, parce que c'est difficile de le faire que grâce au texte, à l'étude. Donc, vous pouvez ajouter des choses qui sont connues, des choses que vous savez, ou des choses que vous imaginez, mais vous êtes à peu près sûr de vous, on va dire. Les conséquences, en vrai, c'est aussi possible dedans, du coup, puisque vous pouvez dire, bon, ça c'est la cause de la problématique et ça entraîne ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'est posé la question. Et en fait, c'est vraiment les perspectives, c'est comment on peut faire pour améliorer les choses, comment on peut améliorer les limites de l'étude, etc. J'ai pas compris comment on fait la conclusion. Bah, comme je t'ai dit, moi, je trouve une conclusion, ça s'improvise. En fait, juste vous faites allez, deux phrases, vous dites, bon, bah, on a vu qu'il y avait telle et telle problématique et que ça pouvait être expliqué par ça et on a proposé du coup de faire ça, ça, ça. Voilà. Vraiment, n'allez pas trop loin dans la conclusion, c'est pas du tout le moment le plus important de cet oral. Comment faire pour ne pas dépasser le temps max sans perdre les points d'analyse? Alors, j'ai vu qu'il y en a, ils faisaient vraiment 7 minutes. C'est vraiment trop. Le jury, normalement, ils sont là cette année, ils seront formés. Donc, si vous êtes au-delà de 6 minutes 30 on va dire, vraiment, ça commence à faire beaucoup. Ils sont capables de vous couper. Euh, En réalité, j'ai envie de vous dire, c'est ce que je vous disais, si vous avez trop de problématiques qui vous viennent à l'esprit, vous prenez celle qui vous semble le plus pertinente et vous ne faites pas les autres parce que sinon, en fait, vous n'allez pas y arriver.
et vous allez vous perdre et ça va partir dans tous les sens. Donc si jamais vous voyez que vous avez genre trois grosses problématiques et que vous avez peur de dépasser le temps, ben, vous faites des hypothèses simples, vous faites des perspectives simples, mais le plus important c'est de vraiment respecter la méthode parce que si vous avez des bonnes idées mais que c'est pas du tout cadré et que vous n'avez pas le temps de tout développer, bah, ça va juste être, ça va faire très brouillon à l'oral. Le plus important c'est la forme. Est-ce que pour les mêmes deux trois, on doit relire la situation ou pas? Non. Non, 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 vraiment pas. Par pitié, ne faites pas ça parce que vraiment, dites-vous que les jurys, ils font passer je sais pas combien d'étudiants sur la même mise en situation. Ils la connaissent avant même le premier étudiant, la mise en situation. Donc si vous la relisez, en fait, enfin, juste on perd du temps et puis on se dit, il essaie de gagner du temps, il fait, qu'est-ce qu'il fait, machin, etc. C'est vraiment faites pas ça. Genre, je vous conseille vraiment de ne pas le faire. À la rigueur, vous reformulez si vous voulez, si ça vous aide. Comme je vous ai dit, on fait l'intro mécaniquement, mais par pitié, on ne relie pas la mise en situation. Ok, donc vraiment, l'hypothèse, c'est argumenter la problématique de plein. Oui, c'est ça, bravo. Exactement. J'ai du mal avec les problématiques. On peut les trouver juste en lisant les titres et en les reliant entre eux. Mais en fait, les problématiques, ce sont les conclusions c'est ce que tu observes en fait dans les figures, etc. Ce sont les écarts que tu observes, ce sont les problèmes que tu observes. Donc tu vas dire, ben, je sais pas, tu vas dire, on peut s'intéresser au fait il y a un écart entre les salaires. Donc ça, c'est une problématique, tu vois. La problématique, c'est le problème, c'est écart de salaire, par exemple. Donc en fait, oui, parfois il y en a une qui est dans le titre, mais pas forcément. Ok. Moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de séparer grossièrement en social, juridique et économique, parce que là, en fait, on voit, enfin, ensuite, vous allez dire les termes au jury, il va se dire, OK, lui, c'est bon, il sépare bien les trucs, il a bien compris et tout. Genre, en fait, il faut vraiment que ce soit structuré. Astuce niveau de la répartition des temps, que ce soit au brouillon ou à l'oral, genre une minute d'intro, 2 minutes problématiques, etc. Ah oui, pas mal. Bah, du coup, vous avez 5 minutes. Donc, il faut partir du principe que, pour moi, une introduction, ça ne dure pas plus de 45 secondes déjà si vous faites un truc très bien. Et ensuite, pour les problématiques, enfin, vous faites pas non plus une partie trop longue. Là où vous pouvez vraiment passer du temps, pour moi, c'est vraiment les hypothèses et les perspectives de réponse. Jusqu'à 1 minute 30, ça me choque pas. Si vous passez 3 minutes sur ces deux parties, ça ne me choque pas du tout. Et comme je vous ai dit, une conclusion, pour moi, c'est rapide. Donc, c'est 30 secondes grand max. Et puis, voilà, vous essayez de répartir un petit peu comme ça. En fait, quand vous commencez chaque partie, vous savez que là, il ne faut pas que je dépasse 1 minute 30. Là, il ne faut pas que je dépasse 30 secondes, etc. Les convocations à l'oral, c'est par ordre alphabétique? Pas du tout. Ben, je ne sais pas trop, en fait. On verra cette année comment ça se passe, parce qu'en plus, c'est pas le même responsable des oraux, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Euh, mais non, c'est pas forcément par ordre alphabétique normalement. Voilà. D'accord, merci. Et est-ce que pendant qu'on découvre la mise en situation, on peut écrire son Napoléon? Alors oui, vous pouvez. Je vous conseille pas de le faire par contre, parce que du coup, ça vous fait perdre du temps et c'est pas le but. Le but, c'est que vraiment vous ayez pas de brouillon. Mais vous avez le droit, parce que je sais qu'il y en a, ça les aide beaucoup et ce sera pas non plus, ça ne sera pas pénalisant pour vous. C'est juste que pour vous, ça vous dessert, je trouve, mais vous avez le droit. Est-ce qu'on aura des vidéos sur YouTube? Bah, du coup, en fait, on va voir si ça peut sortir ou pas. Ça, je peux pas te répondre, honnêtement. Quand on se sépare, tout ce qui est juridique, social et économique, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on doit le dire? Moi, je trouve que c'est bien de le dire parce qu'au moins le jury, il est clair, il comprend bien ce qui se passe dans votre tête. Enfin, en fait, dites-vous qu'en tant que jury, essayez de faire passer des orales à vos potes, mais quand vous êtes jury et que la personne vous parle en face de vous, parfois on se perd un peu dans ce qu'elle dit, même si elle s'exprime très bien. Et c'est bien d'utiliser des termes comme ça, genre juridique. Là, on va commencer par les trucs juridiques, et comme ça, on sait vraiment de quoi on parle, et c'est très bien. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus clair pour le jury si vous utilisez des termes simples et que vous séparez grossièrement. Est-ce que les jurys reprennent les questions du TUT que vous avez montré ou pas? Alors non, ils préparent leurs propres questions. Par contre, nous, les questions qu'on propose, ce sont des questions qui sont vraiment susceptibles de tomber le jour J. Voilà. Mais par contre, sinon, je ne peux pas prédire ce que ce sera exactement. Et à quel point vous écriviez sur votre brouillon? Alors moi, j'ai pas passé les oraux, mais je sais que le brouillon, enfin, quand je faisais les corrigés de texte en condition, je faisais pas plus d'une page de brouillon. En fait, je commençais par tracer des traits sur ma page pour séparer l'intro des trois parties et de la conclusion. Vraiment, les traits, c'est le premier truc que je faisais.
Et ensuite, du coup, je marquais vraiment intro. Ensuite, je mettais un, 2, 3. Comme ça, je savais que j'avais mes problématiques, mes hypothèses et mes perspectives. Et ensuite, je fais des tirés où je mets chaque problématique avec les chiffres. Voilà, je note vraiment les chiffres parce que moi, j'aime pas switcher entre le brouillon et le document. Le document, je l'utilise juste pour faire genre, je monte la figure, mais c'est tout. Et après, voilà. Comme ça, en fait, ça allait très simplement. J'avais pas besoin de tourner ma page et tout. Enfin, et en plus de ça, c'est un peu. J'ai vu qu'il y avait des étudiants encore qui utilisaient trop leur brouillon parce qu'ils avaient des brouillons trop longs, avec trop de rédaction. Et vraiment, on voit qu'ils se perdent quand ils utilisent leur brouillon. Donc, c'est vraiment bien de faire quelque chose de très sobre avec des mots-clés. Euh, Quand on décrit les figures, on donne le titre de l'histogramme, on peut réduire. Vous pouvez réduire, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes même pas obligé de vraiment dire le titre, mais il faut dire de quoi ça parle, ce que ça montre. Pour les mêmes 2 et 3, on incarne un médecin généraliste, on parle en tant que je ou en tant que médecin généraliste. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous avez tous les droits sur cette épreuve, honnêtement. Et tu faisais d'abord problématique puis hypothèse, ou là, moi je faisais problématique, hypothèse et perspective. Voilà, ça c'était tout le temps. Ok, bah, du coup je pense qu'il n'y a plus de questions après ça, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir été là.